La solution proposée par Necker, c'est donc de lever un impôt supplémentaire. Mais pour ça, il sait que Louis XVI risque la révolution. Et donc, il lui suggère de réunir ce qu'on appelle les États généraux. Alors, les États généraux, c'est la réunion de tous les représentants des trois ordres de la nation française. Donc, les représentants de la noblesse, les représentants du clergé et les représentants du tiers-État. Alors vous avez vu, Louis XVI est un petit peu réticent et en fait ça s'explique facilement. La dernière fois que les États généraux ont été réunis en France, c'était en 1616. Donc vraiment plus de 150 ans avant cette date de 1789. Et donc effectivement pour Louis XVI, réunir les États généraux, c'est presque une faiblesse. Et c'est pour ça que c'est difficile à admettre. Cela étant dit, Louis XVI va réellement réunir les États généraux et il convoque les représentants des trois ordres le 5 mai à Versailles. Alors, la réunion des États généraux, c'est traditionnellement ce qu'on considère comme la première pierre de la Révolution française, et ça entame réellement l'année 1789, cette année révolutionnaire. C'est pour ça que je l'ai appelée année terrible, parce que elle est, et elle reste dans les mémoires en fait, encore aujourd'hui, l'année qui est le symbole de ces mouvements révolutionnaires. Alors revenons en particulier sur les États généraux. Je vous mets ici un plan d'un morceau de Versailles. Vous avez le château que vous reconnaissez, vous avez Versailles autour du château. En fait, les États généraux, c'est 1200 personnes. Il y a à peu près 600 représentants du tiers-État, il y a à peu près 300 représentants de la noblesse et il y a à peu près 300 représentants du clergé. Ça veut dire qu'au total, il faut accueillir à Versailles 1200 personnes. Il n'y a aucun endroit au château de Versailles qui permette d'accueillir autant de personnes. Et donc, le roi fait aménager un peu en triple vitesse un hôtel particulier dont il est le propriétaire à Versailles, qui est l'hôtel qu'on appelle l'hôtel des menus plaisirs. Et le 4 mai, en procession, donc vraiment de manière totalement officielle et donc très respectable, le principe c'était d'être vu, le 4 mai, les 1200 députés, les 1200 représentants de la nation française partent du château de Versailles et arrivent dans cet hôtel des menus plaisirs qui est dans la salle qui a été aménagée pour les États généraux. Alors la salle qui a été aménagée pour les États généraux, je vous la montre, la voilà. C'est une salle qui est fermée au public. Donc les gens que vous voyez dans les gradins, c'est une reconstruction moderne. Il n'y avait personne dans les gradins. Bien sûr, il y avait les femmes de quelques-uns des notables et de quelques-uns des nobles, mais pas de public. Sur l'image, on voit assez bien comment la salle était disposée, et vous avez à l'arrière-plan à droite l'assemblée des nobles, les 300, en tout cas ce qui représente les 300 représentants de la noblesse. Vous avez en bas et donc à l'avant-plan à gauche les représentants du clergé, assez reconnaissables, on voit au moins un cardinal en rouge, et puis à l'avant-plan, et c'est ce qui prend le plus de place, vous avez les 600 représentants du tiers-état. Alors on n'en voit pas évidemment 600, mais l'intérêt c'était de montrer le nombre, et vous constatez qu'ils sont à l'avant-plan, et ils ont l'air plus nombreux que les deux autres ordres. Alors ce que je vous propose, c'est à nouveau un extrait vidéo qui vous montre l'ouverture des États généraux. Je vous demande d'être attentif en particulier évidemment au discours de Louis XVI, mais en particulier aussi au discours de Necker, qui va intervenir. Et écoutez bien ce qu'il dit en dernier, c'est la dernière phrase qu'il prononce, qui va faire polémique. Voilà, alors je vous passe l'extrait, le voilà. Je crois que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette.
Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique. Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, Les députés du avant tiers-État, toute chose, monseigneur. ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le au tiers-état? génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ce ni génie prêtres. incomparable, qui Cela fait beaucoup pourvoit de à monde. tout, sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux, que chacun des 3 ordres délibère séparément. Que chacun des ordres délibère séparément. Ça, c'est la phrase qui va faire polémique. Alors pourquoi est-ce que cette phrase de Necker va faire polémique? Elle fait en fait référence à une règle qui n'est pas une règle établie par Louis XVI, mais qui est une règle en fait établie pour les États généraux. Dans les États généraux, depuis le début du Royaume de France, chaque ordre a une et unique voix. L'objectif en fait c'était d'éviter les égalités, et comme ils sont 3, il y a 3 ordres, impossible de faire un et demi quoi. Il y a d'office une décision qui est prise à la fin des États généraux. Alors pourquoi est-ce que ça pose un problème, en l'occurrence, en 1789 ? Pour 2 raisons. D'abord parce que numériquement, le tiers-État représente la moitié de l'Assemblée, et que donc la moitié de l'Assemblée a droit à une voix, ce qui est très peu, d'autant plus qu'ils sont plus nombreux que la noblesse et le clergé, qui eux ont chacun une voix. Donc numériquement, les délibérations sont déjà tronquées, et puis presque idéologiquement, les délibérations sont tronquées dans la mesure où, en fait, clergé et noblesse jouent le même jeu. Ils ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire sauver leurs privilèges. Et donc ici, il n'y a, en tout cas en 1789, ces délibérations ne sont pas honnêtes, si vous voulez. Il y a d'office 2 contre 1. C'est d'office clergé et noblesse contre tiers-état. Et ça, le tiers-état, évidemment, a très très bien compris. Et donc, le tiers-état se retrouve dans une salle, entre mai et juin 1789, piégé, parce qu'il est numériquement majoritaire, mais son opinion n'a absolument aucun intérêt. Et donc, la question, c'est plutôt, à quoi sert le tiers-état? Et donc, le 17 juin, le tiers-état joue un coup de poker et s'en va. Le tiers-état quitte la salle et refuse de rentrer dans la salle, refuse de revenir tant que les négociations ne peuvent pas repartir sur des bases honnêtes, tant donc que Louis XVI n'a pas changé la règle et n'admet pas non plus le vote par ordre, qui est injuste, mais le vote par tête, c'est-à-dire chaque être humain dans la salle a droit à une voix. Alors, c'est une décision délicate pour Louis XVI pour 2 raisons. La première, c'est qu'il voit s'en aller des délibérations les représentants de 98% de la population française. C'est énorme. Il ne peut pas se passer des représentants du tiers-État sans risquer la révolution. Et en même temps, accorder le vote par tête, c'est remettre en cause les privilèges de la noblesse et du clergé, mais aussi les siens, c'est remettre en cause son propre pouvoir. Et donc il est tiraillé entre ces 2 décisions. Alors, entre-temps, le tiers-état est parti. Il faut se trouver une salle, bien sûr, parce qu'ils vont pas rester dehors, mais ils sont 600. Alors, je vous remets la carte de Versailles. En rouge, toujours l'hôtel des menus plaisirs où avait lieu, où se réunissaient les États généraux. Alors, il y a un seul endroit, à Versailles, dans laquelle on peut accueillir 600 personnes. C'est ce qu'on appelle la salle du jeu de paume. Alors, la salle du jeu de paume, c'est la salle dans laquelle les nobles, et Louis XIV quand ils sont à Versailles, vont, pour faire très court, jouer au tennis. Le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. C'est donc une sorte de terrain de tennis couvert, si vous voulez, qui est donc la seule salle assez grande pour accueillir 600 personnes. Vous allez pouvoir le constater, ils sont un peu les uns sur les autres, mais au moins ils peuvent accueillir 600 personnes. Alors la salle du jeu de paume, la voilà. Alors c'est ironique parce qu'ils se rapprochent de Versailles et en même temps ils sont de plus en plus loin du roi, d'une certaine manière.
puisque idéologiquement ils sont en train de s'écarter complètement de ce que le roi espère, ou en tout cas de ce que le roi attend. Alors je vous montre aussi l'intérieur de la salle, c'est l'un des tableaux, l'une des représentations qu'on en a. Vous pouvez constater combien ils sont nombreux, d'abord, c'est la première idée, mais ce tableau présente un intérêt particulier. D'abord, c'est en public, ce qui est intéressant parce que les états généraux n'avaient pas lieu en public, ils étaient à salle fermée. Impossible donc pour la population en France de savoir ce qui se passait lors des états généraux, alors que dans la salle du jeu de paume, en fait, c'est une salle publique. Dans laquelle a priori les gens pouvaient rentrer, ou en tout cas il y avait des fenêtres et les gens pouvaient assister aux délibérations du tiers-état. Alors le deuxième intérêt de ce tableau, c'est ceci. Vous avez donc sur l'image la représentation de deux abbés, ou de deux curés en tout cas, de deux membres du clergé, ce qui fait écho à ce qui se passe en France à la fin du mois de juin 1789. Progressivement, le tiers-état est rejoint par les membres du bas clergé. Souvenez-vous, ce sont ces prêtres, ces curés de campagne, de ville, ces gens qui, en fait, vivent la même misère que le tiers-état et qui considèrent que la seule manière de faire pression sur Louis XVI, c'est de rejoindre le tiers-état. Et donc, progressivement, dans cette salle du jeu de paume, il y a plus 600 représentants du tiers-état. Il y a les représentants du tiers-état et les représentants du clergé qui viennent gonfler les rangs. Il y a quelques nobles. Le marquis de Lafayette, dont on vous a parlé dans l'un des extraits précédents, a plutôt tendance à prendre parti pour le tiers-état. Et le 20 juin 1789, tous les représentants qui sont présents dans la salle du jeu de paume prêtent serment de ne pas sortir de cette salle avant d'avoir obtenu l'accord du roi pour le vote par tête, avant d'avoir modifié la Constitution. Et donc, on n'est plus ici dans l'idée est-ce qu'on met un impôt ou on met plus un impôt. Tout d'un coup, cette réunion des États généraux devient on va changer la Constitution de la France. Alors évidemment, vous pensez bien, la réaction du roi va être terrible. Il est fâché, évidemment, et il va prendre une décision un peu particulière que vous allez pouvoir constater dans un extrait vidéo qui va suivre cette dia. Alors, c'est un extrait en deux parties, je vous demande d'être attentif. Je vous demande d'être attentif, évidemment, à la décision royale, et aussi à la réaction de Necker, qui est présent dans la salle au moment où le roi prend sa décision. Et puis, vous allez avoir un deuxième morceau de la vidéo, et là, je vous demande d'être attentif à la réaction du peuple, à cette décision un peu particulière du roi. Voilà.